Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité de nos clubs régionaux et focus aujourd'hui sur la Coupe de France et sur nos clubs amateurs, notamment du côté du Maine-et-Loire, puisqu'on va retrouver en direct de chez lui l'entraîneur du Petit Pousset de la Coupe de France saison 2020-2021. Salut Julien Souris. Bonjour à tous. Ça va ? Très bien, très bien. Heureux d'être parmi vous ce matin. C'est un bel honneur que vous faites à notre ville de Saumur, à notre club de l'Olympique. Mais c'est normal qu'on soit aussi avec les clubs amateurs. On a eu l'occasion d'avoir pas mal de tes confrères, justement, que ce soit du côté des Voltigeurs de Châteaubriand, qui sont également en course pour ces huitièmes de finale, on y reviendra. On voulait voir justement avec toi, parce qu'il y a eu la qualification, on y reviendra à travers des images, mais il y a aussi le match qui arrive face à Toulouse, justement, club de Ligue 2. Des matchs amicaux sont prévus, ont été joués d'ailleurs. Comment ça s'est passé ? On est en pleine prépa parce qu'il y avait un mois entre le 16e de finale et le 8e, donc il a fallu qu'il y ait des matchs amicaux. On a la chance que le SCO d'Angers ait répondu favorablement. Donc on a joué hier contre une équipe plutôt composée de joueurs professionnels durant cette trêve internationale. Donc voilà, on a perdu 1-0, mais c'était un moment sympa de notre aventure Coupe de France de pouvoir jouer à la Baumette contre tous ces joueurs professionnels. Et puis on a un dernier match de préparation le 31 mars contre la N2 d'Abdel Bouazama cette fois-ci, qui est programmé à 18h. Donc voilà, 2 matchs amicaux, c'est le minimum parce que voilà, un mois sans compétition, c'est quand même long. Surtout que vous n'avez pas joué beaucoup cette année, on va y revenir bien évidemment, mais d'abord on va évidemment commencer par toi, ton CV, ton parcours en tant que joueur puis entraîneur, parce que ça fait une décennie que tu es sur le banc en tant que coach, mais on va voir d'abord ce premier CV avec un passage d'abord du côté du Maine-et-Loire et puis rapidement du côté du Racing Club de Lens, on le voit, une saison, Angesco, 8 ans. Et puis Lausanne en 3e division. Alors, ce n'est pas Lausanne Sport de Valdemar-Kita, c'est un autre club de Lausanne. Et puis, une dernière saison en tant que joueur du côté de Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui était à l'époque coaché par Reynald Pedros. On revient avec toi en images et en commençant parce que cette photo-là, on ne sait pas d'où elle vient. Alors, tu vas pouvoir nous dire, parce que tu as une coupe de cheveux formidable, non seulement ça, mais c'était où ? J'ai un très bon sosie, non ? C'était pas toi, c'est ça ? Mais ça date. Alors la coupe au mulet, c'était C'était la à mode une d'abord à période, l'époque. c'était très tendance. Ouais. Ça marchait bien, ça Ouais, marchait ouais. bien. Ça date de, je pense, c'est la première année avec Jean-Luc Garcia, non, 2006-2007. Alors là, honnêtement, tu viens de signer quasiment à Lens. Tu étais à Andrézé, je crois, non ? C'était pas ça ? Non, peut-être. Ah, c'est 2008 a vrai. priori. Ah non, mais 2008. 98, pardon, 98, pas 2008. Ah peut-être alors. Peut-être, mais 98. on était jeunes, on était fous, hein. On tentait des choses, même capillairement. Désormais, le front s'agrandit, donc on est beaucoup plus lucide sur nos pouvoirs capillaires. Exactement. Et puis, on va voir cette photo du côté, on en parlait, du grand club, du Racing Club de Lens, où tu as été notamment du côté de la réserve. Tu as joué avec la réserve, tu t'es entraîné avec les pros. Comment ça s'est passé ? Non, non, j'ai été stagiaire. Alors pour revenir sur Androzé, c'est vrai que je viens du football tout en bas, un petit village des Mauges. Je me suis retrouvé quelques années plus tard au RC Lens. Non, j'étais aspirant là-bas. J'étais aspirant, ça ne l'a pas fait. Je ne suis pas passé professionnel. Donc j'ai pu revenir au SCO d'Angers. Après, ça reste un souvenir incroyable. Lens venait d'être champion de France. Donc on a vécu la première année la Ligue des Champions au centre de formation, la deuxième l'épopée en Europa League jusqu'en demi-finale, je crois. Gros Demi-finale club contre avec Arsenal. des infrastructures incroyables aussi. Alors la Gaillette était en construction. Eh ouais. Malheureusement, j'ai pas connu la Gaillette. Mais voilà, pour le petit garçon des Mauges que j'étais, se retrouver là-haut dans un club champion de France, c'était magnifique. Magnifique. Et puis, effectivement, il y a le départ un an après, donc du côté d'Angers, club évidemment que tu connaissais bien et que tu supportais peut-être déjà. Bah voilà, c'est mon club de cœur. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de clubs de cœur, mais bon, celui-ci, j'ai pas trop de mal à le dire car voilà, on a commencé 6, 7, 8 ans derrière le grillage avec la saucisse frite à regarder le SCO monter en Ligue 1 dans les années 90. Et puis après, j'ai eu la chance de rentrer au centre de formation. Malheureusement, il a fermé, donc je suis parti à Lens. J'y suis revenu, j'ai connu les années difficiles, on va dire, mais ça m'a aussi permis de jouer. Je pense que si le club avait été au niveau qu'il est actuellement, je n'aurais jamais joué. Donc ça fait partie aussi d'un rêve de gosse, jouer à Jean-Bouin. À l'époque, c'était le stade Jean-Bouin. Revêtir ce maillot, voilà, c'est une fierté pour la famille.
Et puis ça donne du sens à tout ce qu'on fait depuis tout petit sur les terrains. Oui, et puis tous les sacrifices aussi, parce qu'il a fallu effectivement aller dans le Nord quand même si tu disais que c'était une super expérience. Mais bon, voilà, on se déracine un petit peu. Alors, un match, si je ne me trompe pas, hein, tu me reprends, un match en Ligue 2 avec Angesco, saison 2004-2005, Ouais, c'est ça. C'est c'est ça, contre Châteauroux. Ouais. Châteauroux. Tu étais titulaire, tu rentres en jeu, comment ça se passe? Moi, je suis rentré en cours de jeu. C'était sous Noël Tosi, je crois. Oui, exactement, l'entraîneur de l'époque. Et puis, la saison où tu vas beaucoup jouer, en tout cas, c'était du côté de 2005-2006 en national, parce que le SCO descend à l'issue de cette saison. Tu disais les années galères, et c'est vrai que là, on était juste avant le rebond, on va dire, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ben, j'ai eu la chance que Stéphane Paille reprenne le club. Voilà. Après, j'ai eu beaucoup de coachs au SCO pendant ces 5-6 années-là de turbulence, on va dire. Stéphane Paille m'a accordé beaucoup plus de confiance qu'aux autres. Après, la confiance, je dis souvent à mes joueurs, allez la chercher, les gars. Elle vient pas comme ça. Donc, je suis allé chercher sa confiance et le temps de jeu. Après, voilà, j'ai une carrière quand même cabossée, on va dire. Mais quand on prend un petit peu de recul, à l'âge où j'arrive, Enfin, 39 et ans, hein, puis c'est pas non plus. 39 ans, non, mais on peut prendre un peu plus de recul par rapport à sa carrière de joueur, on va dire, et par Oui, rapport à tous ses hauts, tous ses bas, toutes ses blessures. Voilà, j'ai eu des contrats pro, des contrats amateurs, des contrats fédérales. J'ai eu le chômage aussi, qui est une période difficile pour tout joueur et pour tout entraîneur. Ça permet de relativiser, ça permet aussi surtout de garder de l'humilité, parce que dans le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Là, aujourd'hui, je suis parmi vous et on est plutôt en haut de l'affiche. Il faut pas oublier tous ces moments qui nous ont forgés. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il ne faut pas regretter. Ce que je dis souvent à mes joueurs, les gars, on voit le verre à moitié plein. Et là, on a la chance de jouer une Coupe de France. Profitons-en. profitons-en. Alors évidemment que tu as beaucoup de personnes connues avec qui tu es toujours en relation du côté d'Angesco. La preuve, hein, c'est que vous avez joué contre le club de Stéphane Moulin. Il y en a un qui tenait absolument à te poser une petite question. Tu vas le reconnaître, il a un petit peu changé, mais je crois qu'il jouait avec toi. On va l'écouter. Salut Julien. Bon, d'abord, je voudrais te féliciter pour le parcours, ton très beau parcours en Coupe de France. Puis j'aurais voulu savoir un truc. Est-ce que tu t'es amélioré avec ton pied gauche? Allez, à bientôt. Voilà, pour tous ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est J'ai eu Arnaud très Lucas, hein, peur. qui était le gardien de but au moment où tu jouais justement au milieu des années 2000-2010 et qui est l'entraîneur des gardiens actuels dans le staff de Stéphane Moulin. Alors, réponds d'abord à la question. Alors, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu Arnaud, dans ma tête, je me suis demandé s'il allait me demander si j'étais gaucher ou droitier. Pourtant, on a joué quelques saisons ensemble. Mon pied gauche, je prends très peu de risques avec. Donc, j'évitais de jouer avec. Mais venant d'Arnaud, j'étais défenseur central. Et dès que je lui mettais le ballon sur son pied droit, je prenais quelques réprimandes en Ouais, disant juste j'imagine. n'oublie pas que je suis gaucher et gardien de but. J'imagine qu'il mettait quelques petits tacles derrière si tu ne le mettais pas sur son bon pied. En tout cas, on voit eh bien que Julien a évidemment beaucoup de souvenirs du côté d'Angesco. Alors, il y a ces 8 années du côté du club du Maine-et-Loire. Il y a un départ ensuite du côté de Lausanne où ça va bien se passer parce que tu restes seulement 2 ans et pourtant tu le dis. Ah, Lausanne, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ah, excusez-moi, parce que j'avais perdu le son. Non, bah alors, à la fin du contrat au SCO, je me retrouve dans le plâtre opéré et en fin de contrat, donc voilà, au chômage. Et je dois aller faire un essai à Evian-Tonon, qui est à l'époque en CFA, je crois. Et puis, je dois faire un vendredi entraînement, samedi match amical de pré-saison. Et puis, Pascal Duprat, au dernier moment, annule. Donc, je me retrouve au lac Clément avec un copain de l'autre côté du lac qui joue à Lausanne. Donc, je finis à faire un essai pour finir une semaine plus tard dans ce club de Détroit qui était ambitieux, qui voulait monter en D2. Et puis, ça reste, alors, 2 années formidables parce que je sortais quand même de 2 saisons ou 3 saisons où j'avais passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Et puis, j'ai retrouvé le plaisir de jouer, du temps de jeu et puis surtout une super ambiance au sein du vestiaire. Ça reste un très bon souvenir. Un très bon souvenir. Et puis derrière le départ, donc pour la dernière année en tant que joueur du côté, on l'a dit, de Saint-Privé-Saint-Hilaire, coaché à l'époque par l'ancien Nantais notamment, Reynald Pedros. Là aussi, mais ça a été une année très courte. Ouais, très difficile. C'est vrai qu'ils m'ont envoyé un message là pour nous féliciter, l'ancien joueur Julien, etc. C'était hyper sympa parce que je pense pas que j'ai laissé un grand souvenir sportif là-bas. J'ai passé quasiment, je me suis fait opérer 3 fois de la main. Ah oui. En Coupe de France, j'ai ma main qui s'est luxée, qui s'est retournée. J'en garde quelques séquelles encore. Mais c'est un club hyper familial, déjà bien structuré. Et quand je vois le parcours qu'ils font actuellement en N2, je suis pas surpris parce qu'ils ont des dirigeants passionnés. On y revient souvent, passionnés, compétents. Et à Saint-Privé, c'était le cas. Mais malheureusement, à la fin de cette saison-là, j'ai senti que je courais un petit peu après le football, un petit peu après ma carrière.
Et puis depuis tout petit, je savais que j'allais devenir entraîneur après. Donc j'ai commencé à passer mes diplômes et je suis revenu à la préfo. Le SCO m'a retendu la main pour intégrer la préfo. La préfo, et où tu t'es occupé justement des moins de 14 notamment, hein, pendant plusieurs saisons. Des garçons d'ailleurs que tu as pu retrouver lorsque tu as été du côté de Saumur à partir de, alors peut-être pas de 2015, mais en tout cas, tu as pas mal d'anciens Angevins, hein, qui Ouais, tout à fait. composent ton effectif à l'heure actuelle. Tout à fait, on a la chance d'être à côté d'Angers. Angers, on connaît la qualité de la formation. Et puis, le niveau est de plus en plus haut, hein, pour jouer en Ligue 1. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ne passent pas le cap. Et puis, nous, on est une très bonne solution de repli pour retrouver du temps de jeu, retrouver de la confiance, Alors, on est sur un monde amateur. Et il y a beaucoup de joueurs qui rebondissent. Donc, voilà, on a aussi cette image d'équipe plutôt joueuse et puis de club un petit peu tremplin. Donc, cette année, on a la chance d'avoir récupéré des joueurs comme Arthur Bio, comme Mathias Blanchard, qui ont succédé à Ronan Touzen, Zofocam. Voilà, on a une petite filière d'Angevin qui s'éclate à Saumur et on a une équipe très Made in 49. Donc, tout le monde s'y retrouve, c'est du gagnant-gagnant et c'est vraiment du bonheur. Du bonheur, effectivement. Et on va reparler de l'Olympique de Saumur avec Julien Souris, son entraîneur. Mais attention, Julien, c'est parti comme chaque semaine pour le zapping foot de la semaine. Aliou Dembélé désormais. Il a levé la tête, il va prendre sa chance. Wow, la transversale. Wow, pop, 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 pop. Aliou Dembélé qui a pris sa chance. Le mur qui est positionné à distance, Edouard Daillé également, hein, qui va s'écarter au dernier moment de ce mur. C'est parti pour Jimmy Roy. Non, ce sera pour Papémy Samba. Oh, l'équerre, c'est pas possible. La troisième en une semaine pour Papémy Samba. Les voltigeurs de Châteaubriand avec Papy Laï et Florian Plantard, qu'on salue évidemment, ainsi que tous leurs joueurs. Vous avez des relations, Julien? Tu connais un peu les coachs? Oui, on s'est déjà affronté la saison dernière. Ils sont montés et puis on s'est appelé régulièrement pendant la Coupe de France. On devait se faire un match amical. On n'a pas réussi à l'organiser, donc c'est le petit regret, mais parce qu'on ne savait pas si on avait le droit de faire des matchs amicaux contre les structures professionnelles. Mais non, on se suit et puis il y a un pont. Il marche beaucoup dans un sens, mais ouais, on a des anciens Saumurois, Jojo Craig, Dan Moukoko, Franck Chiata qui sont maintenant au Voltigeurs, donc on suit toujours le résultat. Bon, et puis on voit que dans tous les clubs, hein, le côté médiatique a fait un bond assez incroyable. On va en montrer, hein, du côté de chez vous aussi, des clips sur les sites internet. C'est assez sympa, on va en reparler, mais tout de suite, on va revenir sur Saumur et le début de saison. Bon, quand je parle de début de saison, Julien, ça va être vite fait. On va déjà parler du classement, le voir, parce qu'il y a eu au maximum 6 journées, hein, de disputées. Vous aviez 8 points au niveau du championnat, 3e place. Vous avez joué combien de matchs? Nous, on a joué 5 matchs. Alors, dans ce championnat, il y a des équipes qui ont joué 3 matchs, d'autres 4 matchs, d'autres 5 matchs, d'autres 6 matchs, parce qu'entre la crise sanitaire et puis les matchs de Coupe de France, alors voilà, on était parti pour une saison un petit peu tronquée, hein, il faut le reconnaître. On a fait plutôt un bon début de saison, en accord avec ce qu'on espérait, mais bon, voilà, après, ça s'est arrêté le 25 octobre de mémoire. Et puis, on a vite senti que ça allait être compliqué de reprendre. Et effectivement, on a appris il y a quelques jours, que les championnats, à partir de la Nationale 3 d'ailleurs, hein, ne reprendraient pas. On ne connaît pas encore pour la Nationale 2, notamment les voltigeurs de Châteaubriand. Mais pour vous, en tout cas, c'est la fin de saison. Il vous reste la Coupe de France, et juste la Coupe de France. C'est déjà pas mal. C'est un de nos leviers, hein. C'est un de nos leviers depuis le début de l'aventure et puis depuis la reprise le 1er décembre, on y a toujours cru. Et puis après, on s'est toujours dit qu'on était sur un fil parce que la Coupe de France, chaque match est un coup près et on savait très bien que si on était éliminé, on retournait sur un couvre-feu, sur la fin de la dérogation pour s'entraîner et faire la chose qu'on aime le plus au monde, le football. Donc voilà, on sait très bien que le 7 avril, il y aura encore un nouveau match coup près. Mais à la fois, c'est à la fois excitant. Et puis à la fois, on se dit que l'ascenseur est monté tellement haut
on craint un petit peu la suite post-Coupe de France. Bon, faut pas y penser pour l'instant. Faut pas y penser. Faut vivre, comme on dit, carpe diem avec le moment présent. Et bien justement, on va en parler. On va se faire des petits plaisirs. On va regarder Saumur avec la Coupe de France. Et avant de revoir des images, des buts et des exploits de Saumurois, eh bien on va revenir avec Richard Coffin qui nous fait sa petite chronique de la semaine. Évidemment, il va nous parler de quoi ? Du Petit Pousset. Petit Pousset, nom donné aux clubs de division inférieure, en général des amateurs au-dessous du national, opposé à un club de division supérieure en Coupe de France, c'est pas de la littérature, c'est simple, non ? Alors donc il pose des cailloux sur la pelouse comme ça pendant tout le match. Ça doit être spécial quand même. Bah non. Quoique, son but est quand même de jouer un vilain tour à l'ogre d'en face, comme par exemple Calais, club de CFA en 2000, opposé à Bordeaux, alors champion de France en titre, en demi-finale de Coupe de France. Calais élimine Bordeaux, et ça met tout le monde en joie. Enfin, surtout les gens de Calais, quoi. Ils m'ont fait pleurer jusqu'au bout. Ils nous ont fait vraiment une belle joie, là. Calais, qui a sorti 3 clubs pro, se retrouve en finale, mais perd contre le FC Nantes. Puisque nous sommes à la Beaujoire, un Petit Pousset a écrit une belle histoire ici. En 2008, Carquefou, alors en CFA2, élimine l'OM, 4e de Ligue 1. Comme ça, il le mange tout cru. Aïe, aïe, aïe. On en fait des bêtises, Michel. On devrait laisser les clubs pro tranquilles quand même. Bon, parfois ça tourne vinaigre. Chiragne, 2009, club de 7e division, élimine Clermont, club de Ligue 2, et se retrouve face à Toulouse au tour suivant et encaisse un 8-0. Ne regardons pas l'histoire, mais le présent. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, 5 clubs de National 2 plus Saumur, club de National 3 et donc Petit Pousset, sont en 8e de finale de Coupe de France, et ça, c'est historique. Oui, vous le voyez, à USB Foot, on a de sacrées références footballistiques. Et comme le disait Anthony Brulez, Charles Perrault, enfin l'auteur, hein, pas le footballeur, quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. Et bien nous, c'est ce qu'on souhaite à ce petit marmot de Saumur, à ce Petit Pousset, encore une très belle aventure. Ah, il est bon ce Richard Coffin, il est bon avec son rôle de Petit Pousset. C'est vrai que vous avez eu un parcours assez sympa, on va le voir d'ailleurs, hein, on l'a revu un petit peu en palette. Il y a eu des parcours un petit peu difficiles et puis d'autres beaucoup plus simples. On le voit, il a parlé de 8-0 notamment, il y a le match contre Nieul-le-Delan, 9-0, bon, il n'y a pas eu photo. Alors, il manque le match contre Châtaigneraie, je suis en train de lire. Oui, on a oublié la Châtaigneraie, effectivement. C'est moi. Quand je dis on, c'est moi. Tour. Non, mais rien de grave. Mais il y a beaucoup de rebondissements. On est passé parfois par un trou de souris, comme à la Châtaigneraie, justement, au 5e tour, où on égalise à la dernière seconde. Et puis, il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur. Il y a eu cette voie amateur qui était inédite. Mais tout de suite, on y a vu une opportunité, nous, d'avancer dans la compétition. Et puis, au moment où on a rejoint la voie des professionnels, on a tiré le Petit Pousset, la montagnarde. Donc voilà, c'est 8 matchs, c'est beaucoup. On va en jouer un 9e et à chaque fois, c'est des émotions incroyables. Et bien justement, on va les revivre ensemble. On va en reparler de ces émotions et on va voir les images de ce match face à la Montagnarde. D'abord, il y a eu 7 buts dans ce match, sans compter la série des tirs au but à la fin. Hein. Mais 7 buts au final. Vous êtes fait peur, franchement, vous meniez 3-1. Ouais, c'est la coupe, c'est la folie, c'est la peur qui change de camp. C'est voilà, un petit peu de fébrilité, un mauvais rebond. Là, il y a un partout, là, vous êtes en bleu. Hein. C'est ça. Et puis on mène rapidement 3-1 au milieu de deuxième période. Voilà le but de Brandon, 65e. Et puis on a même des balles de 4-1. Et là, tu te dis, mais wow, les gars, ils sont assez bons, ils vont garder le truc. Puis on quoi. prend un magnifique but, hein, Raman Barry, voilà, un geste d'un ancien joueur de Ligue 1. L'ancien Marseillais. Un ancien Marseillais, tout à fait. Et puis dernière seconde, voilà. Ah, le 3-3 dans le temps additionnel. Ce moment-là, il est terrible. Hein. Ah ouais. J'ai encore un peu de douleur parce qu'on se dit c'est pas possible. Mais comment tu fais pour rameuter tes troupes? Comment tu fais justement pour leur redonner ce goût à la victoire là? C'est compliqué. Hein. On cherchait déjà 5 tireurs parce qu'il y avait beaucoup d'énervement. Et puis la séance des tirs au but, elle commence par 2 échecs, ce qui généralement est rédhibitoire. Et puis là, il faut croire que notre petite étoile, voilà, Quentin Bachat qui met le fameux 6e et derrière. Et là, c'est l'explosion de joie, effectivement, et toutes les émotions qui reviennent. On a évidemment été chercher pas mal d'images dans les vestiaires, on va les voir tout de suite. Mais il y a eu toute une série justement de petites vidéos balancées sur les réseaux sociaux. On va regarder celle-là, elle m'a beaucoup plu, beaucoup d'humour à Saumur. Hein. On s'excuse vraiment, mais l'euphorie. Voilà. On n'oublie pas, Saumurois. On n'est pas venu là, déguisé en feuille de chou, pour se faire bouffer le cul par des lapins. Rendez-vous au 8e,
Bon, est-ce que tu peux nous expliquer la maxime et qui sont ces personnages quand même? Alors c'est aussi tout ce qui fait cette aventure en Coupe de France, c'est que on était un club à l'arrêt, et puis tout d'un coup, il y a la locomotive qui peut reprendre. Donc tout le monde rentre dans la locomotive, tout le club se met en ordre de marche, notamment la commission communication. Et là, à l'écran, on voyait Anthony Perceau, Pépère pour les intimes, et puis Lucas De Barros, qui dès le 6e tour nous ont fait des live TV qui ont cartonné. On a même trouvé des partenaires pour nous soutenir. Donc voilà, c'est à l'image du club, beaucoup de gens passionnés, beaucoup de travail, de l'humilité. Et là, c'est une vraie récompense pour eux parce qu'ils vivent l'aventure avec nous. Et puis, on parle du club. C'est un moment incroyable pour notre club, pour la ville de Saumur, être le petit pousset national. Et donc là, sur le dernier match, il n'y avait pas les images. Donc, ils ont créé une web radio. Et ça, voilà, ils ont fait vivre évidemment ce 16e de finale. On va regarder d'ailleurs, Julien, ensemble la joie, parce que ça a explosé sur le terrain, mais ça a explosé aussi, on va le voir, dans les vestiaires, évidemment. Et alors, ce que j'aime bien, en plus, c'est qu'on entend parfois tout le temps les mêmes chansons, mais pas chez vous. Bah ouais, souvent. Mon frère, qui est journaliste également, me disait souvent, dans les épopées, tu sais, il y a une chanson. Il n'a pas tort, on se souvient du I Will Survive. C'est lui qui avait suivi Calais, c'est pour ça? Non, il a écrit un livre sur l'épopée de Calais, c'est ça. Qui est sorti cette année. Mais il me disait souvent, tu remarques, dans les grandes épopées, alors il y a souvent une chanson. Alors on se souvient tous du I Will Survive. Et puis nous, capitaine Anto d'Auvergne est parti sur Saumur on Fire. Et ça nous suit depuis le début, et c'est l'éclate. Et ils se pressent même de la mettre dès que le match est fini. C'est leur petit moment à eux. Et puis des fois, à Guichin, par exemple, en 32e, dans le bus au retour, voilà, on transforme le bus en boîte de nuit. C'est aussi les bons moments du foot amateur et de cette Coupe de France qui nous fait vivre des émotions qu'on n'a pas en championnat, clairement. Voilà, et on va justement parler ensemble pour finir des ambitions. Parce qu'il faut en avoir des ambitions. Certes, ce sera un club de Ligue 2. Et quel club, hein, Toulouse, qui va être devant le petit pousset saumurois début avril. Mais honnêtement, il y a quand même matière à faire quelque chose. On va voir en même temps les images de clips faits sur votre site internet. Mais il y a de quoi y croire. Toujours, ça reste du foot, ça reste le sport le plus improbable. Après, quand on joue des pros, c'est vrai que c'est 5%, 10% de chance. Mais bon, là, on a envie de croire à notre petite étoile. Il faut surtout être à la hauteur de l'événement, hein. C'est un premier 8e de finale pour notre club, pour notre ville. On espère être à la hauteur, montrer une bonne image de notre équipe. Et puis après, si on est dans le match, pourquoi pas y croire au fil des minutes. Mais clairement, je sens un vestiaire investi et prêt à en découdre le 7 avril. Et en quelques mots, pour toi, ce sera un moment particulier aussi? C'est une belle émotion, il y a beaucoup de partage. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais j'ai envie de dire que c'est des bons problèmes, hein, parce qu'on pourrait être à l'arrêt. Oui, je suis un jeune entraîneur, donc on rêve tous un jour de jouer ce type de match, d'être le petit pousset, de jouer des professionnels. Là, nous, on a eu la chance déjà de jouer 2 fois contre Tours en 2016 et 2017, je crois. Là, on monte encore d'une marche, hein. Toulouse, c'est encore plus fort. C'est un club qui aspire à la Ligue 1, qu'on observe, et ça sera du costaud en face. Ça sera du costaud et on sera là, évidemment, pour vous soutenir et vous suivre et donner évidemment le résultat, on l'espère, le bon. Attention, c'est la fin de l'émission, le quiz de Brulez. Allez, il reste 1 minute 50. La dernière question de cette USB Foot avec toi, Julien Souris. Saison 2005-2006 en national, tu l'as bien connu du côté d'Angesco. Qui a fini meilleur buteur? 3 réponses possibles. Réponse A, Jérémy Perbet qui jouait du côté de Moulins. Réponse B, Jawad El Hajri qui jouait à Boulogne. Ou réponse C, Kamel Gilas qui jouait à Cannes. Jérémy Perbet qui a joué aussi à Angers d'ailleurs. Eh bien ouais, j'ai joué avec lui, Jérém, l'année d'après. Il signe chez nous. J'aurais dit co-meilleur buteur, les deux, El Hajri et Perbet. Je vais dire. T'as le droit, hein. Je sais pas, c'est sûr, c'est Perbet ou El Hajri, mais. Il y a peut-être un piège. Co-meilleur buteur. Co-meilleur buteur, réponse A et réponse B? Réponse B, Jérém. Eh bien, réponse A et réponse B, c'est magnifique. Franchement, bravo, parce qu'ils ont terminé tous les deux avec 23 buts chacun au compteur. On voit que tu as bien suivi cette saison 2005-2006. Allez, on termine par le coup de cœur.
Et notre coup de cœur cette semaine, eh bien, il va non pas pour une fois en Angesco, mais du côté du FC Nantes qui vient de monter, qui vient de signer son premier athlète ambassadeur handisport au niveau de la fondation. Il s'appelle Pierre Rabine, il est quadri-amputé, il est en course pour les Jeux paralympiques de 2024, il a 21 ans, c'est un supporter du FC Nantes. Et il nagera donc à la fois sous les couleurs désormais du Football Club de Nantes, mais également de son club nantais, l'ASPTT de Nantes. Voilà, on voulait mettre en lumière le sport paralympique et le sport tout court de toute façon, puisqu'on parle évidemment de tous ces sportifs ici sur USB Foot. On a été ravis de t'avoir, Julien, avec nous pour nous parler de ton club, pour nous parler de toi et de tes joueurs. Et on suivra bien évidemment ce 8e de finale contre Toulouse. Merci, Julien. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Et on espère vous retrouver au mois d'avril pour un nouvel USB Foot. Bye bye.